Bonjour, Français et Françaises. Je ne sais pas vous, mais ça commence à devenir abstrait comme expérience, ce confinement. Je ne sais même plus en quelle année on est. Hum. Heureusement, il y a ces lectures quotidiennes. Je crois que c'est le dernier garde-fou entre la psychose et moi. Alors, nous, Emmanuel Pagano, on en est à la page 40. Bon, je reprends tout de suite avec le fragment suivant. Je l'ai quitté parce que pour lui, seules les mathématiques comptaient. Oui, comptaient, c'est le mot. Et moi je n'étais rien, qui ne savais même pas mes tables par cœur. Il pensait que les mathématiques sont à l'origine du monde, de son ordre, de sa beauté. Il me parlait de formules mathématiques qui narguent l'impossible par de simples changements de point de vue. Rien ne pouvait leur échapper, ni la relativité générale, ni la mécanique quantique, ni la chimie, ni l'informatique, ni la chimie, ni la biologie ne pouvaient s'en affranchir. Ah, il y a une petite coucouille ici, parce qu'il y a deux fois ni la chimie qui encadre, ni l'informatique. Bon, il faut corriger ça, il y a un retirage. Je le prenais dans mes bras et lui disais, tu sais, je suis là. Il me répondait, sans elle, ma belle, tu n'existerais pas. Ni toi, ni tes paroles, tu n'existerais même pas comme simple éventualité théorique. Rien n'existait, rien n'existerait, tu comprends, et ni la structure en double hélice de l'ADN, ni la topologie de l'univers, ni la géométrie d'une protéine, d'un simple ballon de foot ou d'une fugitive bulle de savon n'aurait le moindre sens sans elle. D'elle viennent notre espace, notre temps, toutes nos émotions et nos sentiments. Je lui demandai comment il pouvait en être si sûr. Il souriait. Tu ne comprends pas, les maths ne sont pas une invention de l'homme. Seule la manière que l'humanité a d'exprimer ce qu'elle en a compris, si peu, est une invention de l'homme. Les maths, les maths préexistent à l'homme. L'homme se doit de respecter les rigoureux commandements de la logique. Quand il ne parvient pas à comprendre, il tente de conjecturer, d'imaginer. C'est ce qu'il a dû faire jusqu'à trouver une explication mathématique à mon départ, une équation implacable. J'aime bien ça. Je trouve que c'est bien. Allez, un fragment suivant. Le retrouver, à chaque fois, c'est doucement délasser les ligaments de nos corps, dégrafer nos articulations. Voilà. Alors, elle est maladroite au possible. Elle s'évertue pourtant à être une bonne maîtresse de maison. Elle ne veut pas que je m'en mêle. Elle ne sait pas coudre sans se blesser, et ses reprises sont si grossières qu'elles ressemblent à des cicatrices. Je porte à mes ourlets, près des chevilles, des rappels de ses blessures au poignet, ses tentatives saignotantes de femme au foyer. Quel connard, le mec. Donc quelqu'un fait son possible, c'est magnifique. Les gens, tous des petits juges en fait. Moi, je crois qu'on peut juger, mais les intentions, pas les réalisations, les intentions, les ambitions, les... Et d'ailleurs, juger, ça ne veut pas dire condamner, mais ça veut dire juger. Ça me saoule les gens qui disent « Oh, il ne faut pas juger, il ne faut pas juger mon cul ». Puis il faut, il ne faut pas, là, mon cul aussi. Bon, on peut juger sans condamner, et puis ça dépend de ce qu'on juge. Il faut réfléchir. Puis juger, ça s'apprend en fait. Au contraire, il faut juger. Il faut pas juger rapidement, quoi. C'est pas l'emporte-pièce. Il faut élaborer, en fait, les procès qu'on mène dans sa tête. Avec un procureur, une défense, des preuves. Voilà. Moi, je juge. Moi, je juge. Mais attention, hein, il y a le jugement, il y a la cour d'appel, il y a la cassation. Voilà, j'essaie de bien juger.
d'être équitable. J'essaie d'être impartial. Mais c'est difficile, hein. Mais je juge. Et quand je suis obligé, je condamne, en fait. Mais il faut vraiment me pousser loin. Mais quand on m'a poussé à ce point-là, enfin, oui, ça m'est arrivé hein, d'être poussé à ce point-là. Et dans mon système judiciaire, en fait, eh bien, il n'y a pas tellement d'échelle des peines, en fait. Il y en a une seule, l'expulsion. Donc je comprends assez le... Mais je mets du temps, je mets trop de temps à chaque fois. C'est long un procès. Ça coûte cher. Et ça coûte pas cher en argent. Ça coûte cher en énergie, en discussion, en questionnement, en temps. Voilà. Et voilà. Et non seulement il faut être impartial durant le procès, mais surtout il faut être froid quand la décision est prise. Je pense que ce sont des métiers difficiles. Les médecins qui accompagnent là, les gens qui sont en train de mourir du virus, ça doit être terrible. Et je pense qu'il y a beaucoup de juges qui envoient des gens en prison pour des peines très lourdes. Ça doit être pénible, il faut, à mon avis, gérer ça pour pouvoir s'endormir le soir. Quand on a envoyé quelqu'un dormir en prison pour 20 ans, il faut, à mon avis, je me demande bien ce qu'ils ont mis en place dans leur tête. Parce que c'est toujours dur. J'ai quelqu'un de ma famille, enfin, pas vraiment de ma famille, mais un peu, enfin, qui a été par alliance, qui est juge. Et en fait, ils font un stage quand ils ont l'ENM, l'École nationale de la magistrature, ils font un stage en prison. Donc ils deviennent matons en prison pour 6 mois. Personne ne sait qu'en fait, ils vont être juges. Et c'est obligatoire, de manière à ce qu'ils voient en fait où ils envoient les gens. Et j'ai été surpris, hein, parce qu'en France, souvent, les formations, c'est quand même de la merde. Et je me suis dit, ah tiens, l'ENM, ils font bien les choses, en fait. Et donc, en fait, cette personne est allée en prison, en fait, a été maton en prison pendant 6 mois, officiellement, en fait, pour ses camarades et pour les détenus, alors qu'elle avait son diplôme de juge, en fait. Et ça l'a énormément marqué. Il y avait une femme qui avait tué son enfant à coups de marteau dans la tête. Et elle avait fini par sympathiser avec elle. Et elle lui avait demandé, en fait, pourquoi vous avez pu, puisque cette femme était désespérée, en fait. Et en fait, cette femme lui avait raconté qu'elle était extraordinairement pauvre. Elle allait perdre la garde de son enfant. Elle avait la DAS sur le dos, qui fait son travail aussi. Enfin, il n'y a pas de coupable et d'innocent là-dedans. Il y a juste un drame systémique, quoi. Et son enfant lui avait demandé un cadeau pour Noël. Et, euh, et elle n'avait pas pu l'acheter, en fait. Et pendant la nuit de Noël, à l'idée que son enfant se réveille et n'ait pas le cadeau, pour être ensuite enlevé après les vacances par la DAS, elle a complètement pété les plombs et elle l'a tué dans son sommeil pour qu'il ne sache pas, en fait, qu'elle n'avait pas pu, pour qu'il ne se réveille pas et qu'il ne constate pas qu'il n'y avait pas de cadeau. Elle doit être encore en prison, à Périgueux. Voilà. Et bon, bah, nous, on est là, on se dit, mais elle est complètement barjot. Mais, euh, mais on peut comprendre, en fait. Hein, si vraiment, si on est un peu un athlète de l'empathie, il y en a un certain nombre. Hein. Bon, il y en a qui en ont aucune d'empathie, sorte de reptile sur pattes, mais puis il y a, voilà, puis
des gens quand même, des gens normaux. Et puis il y a un peu des Schwarzenegger de l'empathie. Moi j'aime bien me considérer comme un Schwarzenegger de l'empathie. C'est très pénible, parce qu'on va soulever le poids de toutes les personnes qu'on rencontre en fait. Et quand on y arrive, ça fait très très mal en fait. Et là, cette femme, je ne l'ai jamais rencontrée moi, hein, mais le récit qu'on m'a fait donc, de cette discussion, je l'oublierai jamais, j'y pense de temps en temps. Je pense à cette femme, j'ai même pas un prénom à vous donner, je ne connais pas son prénom. Ouh. Alors, j'ai préparé sa valise, comme je l'avais toujours fait pour elle, comme si ce n'était qu'un voyage de plus, ou plutôt deux grosses valises, puisqu'elle partait longtemps, puisqu'elle partait tout court. J'ai pensé à ses habits, bien sûr, des vêtements de rechange, mais aussi à ses livres du moment, ce qu'elle avait commencé, ce qu'elle voulait lire bientôt, ce qu'elle avait en pile sur la table de nuit. Ses affaires de toilette, pas de serviettes, parce qu'il en a, lui, suffisamment, sans doute. Et des médicaments? Elle m'a répondu oui, il y a ce qu'il faut chez lui. Des draps, des provisions, de la vaisselle. Évidemment, il a tout ça. Ses papiers, un peu d'argent. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas besoin d'argent et qu'elle reviendrait prendre le reste. Que je ne m'inquiète pas, que j'étais fou de m'inquiéter, de lui préparer ses valises, que je n'avais pas à faire ça. Mais j'y tenais, je l'avais toujours fait. Le pauvre. Il n'a pas compris qu'elle le quittait à cause de ça. Bon, ça c'est un cas classique de monkey branching, hein. Voilà. Elle a trouvé une meilleure, un type avec plus de blé et puis il a des serviettes de toilette. Oh, horrible. Mais si commun, hein. Petit singe qui passe de... Ces gens en fait qui, euh, qui préparent leur sortie pendant des mois, qui tâtent le terrain et puis qui passent direct d'une maison à l'autre. On en connaît tous. Et si vous en faites partie, décrochez hein, d'ici parce que en fait, je vous gerbe. Mais et c'est des gens qui ne sont jamais seuls en fait. Une sorte de parasites, toujours à la recherche du meilleur deal en fait. C'est des putains de merde en fait. Ouh, voilà, j'ai jugé. Alors, je marchais sur le sentier, têtu malgré les coups de feu des chasseurs qui de loin déplaçaient ma rêverie. Ils se rapprochaient. Parfois un de leurs chiens me doublait en sonnant et cheminait devant moi, mélodieux, avant de disparaître vers des appels à une syllabe claquante, ou juste comme ça, soudain, sans doute à cause des odeurs pressantes du gibier tout près. Quelques sportifs sur leur VTT, quelques coureurs, bravaient comme moi la reprise des battues. Nous étions peu nombreux, mais déterminés, presque militants. Une clochette s'est rapprochée dans mon dos, et comme j'attendais un chien dans mes jambes, je me suis arrêté de surprise. Derrière moi, puis à côté, puis devant, c'était un homme, avec à la ceinture une clochette comme celle au collier des chiens, peut-être pour éviter les tirs des chasseurs. Il s'est retourné et m'a demandé s'il m'avait fait peur, tout en continuant sur place ses petites foulées musicales. Je ne répondais pas, maintenant sous le charme de son souffle, passant au-dessus du tintement. Il a posé ses mains sur ses genoux, le buste penché, pour reprendre cette respiration secouée, et la clochette ne faisait presque plus de bruit, repliée dans son corps enroulé là, à 2 pas de moi. C'est bizarre ce qui fait flasher les gens. Le mec qui court, il devait être en sueur avec sa petite clochette. Et mais bon, il y avait la situation de danger, donc les chiens, les chasseurs, donc on frémit. Il était là au bon moment en fait. Alors, le contexte, en fait, tout ce qui dépend du contexte, c'est vertigineux. Le moment. Alors, nous nous étions rencontrés à l'ancienne. J'ai des amis communs. C'est pas une rencontre à l'ancienne, c'est une rencontre organique, ma poule. C'est pas dans le texte. Je reprends.
Nous nous étions rencontrés à l'ancienne, chez des amis communs. Nous avons vécu 15 ans ensemble. Nous avons eu 3 enfants, des amis, des joies, des vacances, des maisons, des villes, des voyages, des tristesses, des réconciliations, des peurs, des rêves. C'est des souvenirs, en veux-tu, en voilà. Il m'a quitté parce que je n'étais plus dans l'air du temps. Il venait de s'inscrire sur un site de rencontre où les femmes choisissent des hommes et les mettent dans un panier. C'est ce qu'il m'a dit, qu'il venait d'être choisi en ligne et qu'il aimait cette femme moderne, entreprenante. Ah là là. J'ai une amie qui s'est inscrite sur ce site, c'est adoptunmec.com. Et je lui ai dit, je ne comprends pas, c'est sordide en fait le titre du site. Adopte un mec, vous ne trouvez pas que c'est super glauque en fait? Adopte un mec, c'est-à-dire que d'emblée le site dit, vous allez être le chien de cette femme en fait. Ou alors vous allez être son enfant bizarre, son enfant qui la nique. Adopte un mec. Puis c'est pas un homme, c'est pas un gars, c'est pas un type, c'est un mec. Et je lui ai dit, mais est-ce que tu te rends compte en fait de du caractère sordide de ton ambition? Adopter un mec. Est-ce que tu te rends compte aussi que tu vas tomber sur des types qui se sont inscrits sur un site pour être adoptés en tant que mec? Et puis il y a effectivement un caddie sur le truc. Bon, elle l'a mal pris. Je m'en foutais parce que je la méprisais déjà. Alors, elle ne supporte pas le moindre grain dans le lit, même dessous le drap de dessous. Elle ne peut s'endormir si sable, miettes, pollen forment un tout petit kyste au toucher. Je l'appelle ma princesse au petit pois et je vais secouer les draps à la fenêtre. Eh ben, en voilà encore un qui est au garde à vous. Hein, les petits pois, c'est lui, il en a 2. Alors, la peinture à l'huile résistait au bain. Il lui en restait toujours un peu sur les mains, les bras, le visage, le cou, les cheveux. Des ombres de couleurs, des fonds de teint farfelus, des tons mélangés, du maquillage maladroit. Un soir, elle est venue vers moi si propre et si pâle, je la croyais malade. Elle avait arrêté de peindre depuis plusieurs jours. C'était peut-être une bonne idée parce que si on s'en fout autant sur la gueule et en peignant, c'est que il y a un problème. Hein, c'est bien de peindre au CE2, mais quand on est un adulte, normalement, on ne peint pas comme au CE2. Ah, c'est pas vrai ce que tu dis, parce que quelque part, on est tellement à fond dans la peinture, et on ne calcule pas, et alors on se tâche. Ah bon? Et alors pour être à fond dans la nourriture, il faut s'en foutre aussi jusqu'au front? D'une certaine manière, mais c'est qu'on est un sagouin. C'est pareil pour la peinture. On peut être à fond dans un repas, mais vraiment, voilà. J'ai rien contre la bougnette accidentelle, mais si tous les soirs, tiens, t'as ton dessert au-dessus de l'œil gauche. Ah là 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 là. Mm. Moi, les gens comme ça, je me dis, qui sont tachés de peinture de façon ostensible, je me dis toujours que ce qui les intéresse, en fait, c'est pas la peinture, c'est de montrer qu'ils peignent. Donc, balade après, avec vêtements tachés de peinture, de la peinture sur le visage, etc. Moi, je peins. J'ai une activité créatrice, je suis habité. Je suis dans ce supermarché pour acheter à manger, mais
C'est un à côté de ma vie qui est tellement intense. Ah, des bouffons. Il était adossé au mur, son ombre se cassait au bord du trottoir, j'ai marché dedans. C'est tout. Bon. Les agents immobiliers ne s'aperçoivent de rien, les propriétaires non plus. Nous nous aimons dans leurs appartements, nous y dormons, nous y avons notre vie à deux. Elle en vaut bien une autre. Nous changeons tous les jours de quartier, de ville, nous partons toujours au petit matin. Après une petite toilette, nous nous habillons, je me maquille, nous sortons, nous prenons un bus ou un train. Nous mettons nos affaires à la consigne de la gare, puis nous arpentons le nouveau quartier, la nouvelle ville, et en fin d'après-midi, nous allons visiter les appartements bras dessus, bras dessous, comme un jeune couple amoureux que nous sommes. Nous nous arrangeons pour nous voir proposer des visites libres. On nous confie une clé, nous faisons quelques courses rapides, nous retournons à la consigne, nous prenons nos affaires, nous nous rendons au nouvel appartement souvent vide, parfois encore un peu meublé. L'un d'eux nous rend la clé à l'agence, pendant que l'autre reste dans l'appartement, s'installe, prend un bain si l'eau est chaude, prépare un repas froid sans vaisselle. L'eau n'est jamais coupée, l'électricité rarement, il y a toujours un peu de lumière venue de la rue. Celui qui est ressorti rendre la clé rejoint l'autre. Si c'est un samedi, nous avons le luxe de 2 nuits. Ça doit être cool. Ça ressemble quand même un peu à deux agents immobiliers. Moi, ils me font penser plutôt à, pas des gens qui arnaquent sur des visites, mais à deux agents immobiliers qui trompent les deux, leurs conjoints, en fait, dans des villes de province. Vous voyez, genre. Je sais pas. Ça me fait penser à ça. Elle s'enfonce dans le sable par un léger et régulier mouvement des chevilles et des orteils, lisant debout sur la plage. Je m'allonge près d'elle, à ses pieds, et bercé par ce très doux remous répondant aux vagues, je m'endors. Après son départ, comme si je n'étais pas assez triste encore, je me suis entouré de choses qui font pleurer. De musique en premier, parce que les larmes naissent près de l'oreille, du mineur à m'en noyer, et de promenades près de la rivière en soirée. J'allais au bord de l'eau, vers une lumière brisée, là où la végétation est si tassée que la lumière pour y venir doit se coucher, oblique, pour se glisser à travers les branches basses des arbres en ficelant 100 fois la rive, que la lumière ne peut être que celle de la fin du jour. J'avais besoin de choses comme ça, finissantes, altérées, déchirantes et fatiguées, pour aller tout au bout de mon chagrin. Là, c'est très étrange, parce qu'il y a des... Bon, donc là, c'est la lecture de Nous en nous d'Emmanuel Pagano. Je trouve que lorsqu'on est triste et qu'on écoute de la musique triste, il faut bien faire son choix, en fait. Parce que il y a des musiques tristes qui nous plombent, quoi, qui nous emmènent vers les pleurs, vous voyez, comme un doigt dans la bouche pour se faire vomir. On a envie de vomir, on n'y arrive pas. On fait quelque chose pour que ça sorte. De la même, il y a des musiques comme ça, il y a des morceaux qui sont des doigts pas dans la bouche, mais dans les yeux pour pleurer. Et il y a des morceaux extrêmement tristes qui sont des ascenseurs. C'est-à-dire qu'en fait, on les cherche, on les trouve, on les écoute et on se dit « Ah, je ne suis plus seul. Quelqu'un d'autre a ressenti exactement ce que j'ai ressenti. » Je pense à Monteverdi, en fait, ici. Et d'un seul coup, ne plus être seul, parce que les grands chagrins, c'est un exil du reste de l'humanité, en fait. C'est une solitude au carré. Eh bien, quand on a trouvé un morceau qui nous tire, qui nous prouve, en fait, qu'on n'est pas le seul, que quelqu'un avant, même si c'est il y a 3-4 siècles, éprouvé la même chose, on n'est plus seul. Et là, le morceau nous remonte, nous ramène, en fait. Et on cesse de pleurer grâce à ce morceau extrêmement triste. Donc, c'est très étrange, en fait. Du coup, quand on est très, très triste et qu'on va chercher la musique, quelquefois, on a du mal. On se dit, mais du coup, ça va m'emmener où? Vers le vomissement ou ça va me ramener parmi les hommes? Et
Et au bout d'un moment, pour peu que ça dure, on arrive à identifier des playlists, hein, quand même des petites playlists, deux, trois morceaux qui font, qui font vomir le chagrin et deux, trois qui font passer voilà, quoi, qui dissolvent en fait, qui le dissolvent. Et, euh, et puis il y a aussi un phénomène aussi, je trouve très étrange, c'est que quand on est très triste, les musiques très joyeuses nous plongent dans une tristesse, mais quelque chose, mais abyssal. Mais je pense à Earth, Wind and Fire. Ça m'est arrivé ça une fois. Je m'en souviendrai toujours. En cliquant sur YouTube, j'étais vraiment extrêmement, extrêmement triste. Triste, ça ne va pas en fait. Chagriné, ça ne va pas. J'étais vraiment très très mal en fait. Et je ne sais pas comment ça s'est fait. Je tombe sur un morceau d'Earth, Wind and Fire, que j'adore hein, par ailleurs, et je clique en me disant, bon allez Marc, badass. Putain, ça m'a multiplié le chagrin par 10 en 5 mesures d'Earth, Wind and Fire. Je me suis dit, ils ont une pêche qui est tellement loin de moi. Ah là là. Hein, c'est dangereux la musique, il faut faire gaffe. Hein, faut faire gaffe. Il y a pire aussi, ces musiques avec des paroles. Putain. Faut pas tomber sur la chanson juste en fait. Ça, quand tes paroles. Là, je parlais en fait que de la musique, de la mélodie. Mais quand on tombe sur pile la chanson, qui a des paroles, qui. Ça fait mal. Là. Et là, on n'est pas rassuré. On se dit pas, ah, tiens, quelqu'un, c'est bizarre. Quand on écoute les paroles de la chanson juste par rapport à son chagrin, et quand on rentre dans la chanson par les paroles et pas par la musique, celle-là, elle nous sort pas de la solitude, elle nous y enfonce. Donc, je me demande en fait s'il y a quelqu'un qui a réfléchi à ces questions-là. En tout cas, la musique, hein, qui est le premier des arts, hein, je veux dire, ça enfonce tout le reste, hein, ça enfonce la peinture, ça enfonce la littérature, ça enfonce tout, quoi. Euh, c'est. Faudrait s'en préoccuper, hein, parce que je pense que d'un point de vue thérapeutique ou d'un point de vue même tactique, il y a des guerres, hein, on pourrait faire la guerre avec de la musique en fait. On peut tuer quelqu'un avec une playlist, je pense. On peut le rendre amoureux, on peut, on peut le sortir de la dépression, on peut. Et c'est complètement laissé à l'abandon toute cette histoire, hein. C'est-à-dire qu'on étudie les médicaments, nosographie, pharmacopée, etc. Mais il est temps d'établir une véritable pharmacopée musicale. Je veux dire, tester, il faut faire des tests en fait. C'est comme la chloroquine. Il faudrait faire des tests de grande ampleur. Il y a quand même, et puis c'est bon, on a déjà tous repéré. Enfin, je pense qu'il y a des musiques, tout le monde les connaît. Hein. Tout le monde, il y a des morceaux célèbres hein, pour consoler ou pour flinguer le moral. Donc on a des pistes, on a des témoignages, mais il y a aucune science qui s'est élaborée là-dessus. Je dirais quelque chose de construit expérimentalement. Et puis maintenant, on a un stock et une disponibilité de la musique énorme. Il y aurait quelque chose à faire avec des prescriptions chez le médecin, ouais, qui commence par une chimie, et puis après une playlist. Et là, je sais, vous vous dites, je déconne, mais en fait, je ne déconne pas. Je ne déconne pas du tout. C'est comme certaines lectures. Hein. C'est comme certaines lectures qui peuvent. Alors que les tableaux, je crois pas. J'ai jamais vu un tableau sauver quelqu'un. Ça doit exister, mais je pense pas. C'est très cérébral. C'est très. Mais la littérature, la musique, la philosophie, je pense que ça sauve ou ça peut désespérer. La peinture, ça sauve pas, ça désespère pas. C'est un ailleurs en fait. Hein. C'est sans doute parce que c'est silencieux. Mais bon, il y a peut-être des gens, j'en sais rien, le réel est infini et il dépasse toujours tout ce qu'on peut imaginer ou concevoir de lui. Donc, il y a des gens qui ont dû être sauvés ou désespérés par des tableaux. Bah, ne serait-ce que les icônes de la religion orthodoxe qu'on accroche dans les chambres. Pour
pour les véritables orthodoxes, le Christ est là dans la chambre avec eux, ça a dû les aider, en fait. Donc non, si des tableaux sauvent, il faut que ce soit des icônes orthodoxes. Genre, bon, voilà, ça serait les tableaux qui sauvent cela. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je ne sais pas, je pose la question. Je pose la question. Il photographie les bouts d'ongles quand je me les coupe, mes poils sur la bande après l'épilation, mes cheveux morts sur la brosse. Encore un fétichiste. J'ai fait l'inventaire de nos cadeaux. Je lui ai offert des échantillons de bois dans un coffret, une théière, une poupée, des livres, des livres, des livres et du papier artisanal pour dessiner. Il m'a offert des chaussures, un chemisier, un petit oiseau bleu à ressort, des livres, des livres, des livres et des carnets japonais pour écrire. Ils se sont trouvés, eux. Bien. Je ne sais pas si vous avez été dans une relation où vous avez fait énormément de cadeaux et en échange, vous avez reçu deux, trois merdes. Ça vous est arrivé? Moi, ça m'est arrivé. Et rétrospectivement, je me dis, mais pourquoi j'ai continué à faire de beaux cadeaux, en fait? Pourquoi? Bon, j'aimais ça. Je trouve ça, pour moi, c'était des marques, des gestes d'amour, quoi, des preuves d'amour. J'étais content, moi. Et les cadeaux que je recevais, enfin les quelques-uns que j'ai reçus, étaient tellement ouvertement minables. Et je crois qu'ils étaient offerts pour décevoir. C'était de faux cadeaux. C'était des cadeaux décevants exprès. Et là, vous dites que le mec est parano, mais non. Enfin, en tout cas, peut-être, mais enfin, en tout cas, ça m'a déçu à chaque fois. Tellement nul. Ah putain. Et je sais pas, c'est arrivé à quelqu'un d'autre, ça, hein? Est-ce que c'est arrivé à quelqu'un d'autre? À un moment, je me suis dit, mais en fait, elle est conne, ou alors elle aime vraiment des trucs. J'ai cherché en fait ce qu'elle avait trouvé, ce qu'elle avait trouvé de formidable dans cette chose à m'offrir, qui était de façon évidente, cheap et complètement inintéressante. Et je me suis rendu compte après que c'était fait exprès, en fait. Que c'était pour me montrer que le geste avait été un peu obligatoire à cause des circonstances et que ça me signifiait en fait mon peu de valeur. Mais je ne pensais pas en fait que dans un couple on pouvait vouloir signifier à l'autre ça, qu'on pouvait vouloir creuser une sorte de hiérarchie. Putain, j'étais naïf. C'était même pas naïf. J'étais quoi? J'étais amoureux. Mais bon, au bout d'un moment, on se réveille évidemment parce qu'on peut ignorer l'éléphant dans la pièce un certain temps. Hein. Mais quand on reste dans la pièce suffisamment longtemps, c'est plus possible de l'ignorer en fait. À la mort de mon mari, il y a quelques semaines, je suis allé mettre de l'ordre dans son bureau où je n'avais jamais eu le droit d'entrer. Je n'ai pas eu d'hésitation ni de remords, j'ai toujours su qu'il y en avait une autre. Je l'avais senti depuis le début, je n'avais jamais rien dit. Tant qu'il restait près de moi, je n'en demandais pas plus. Je préférais fermer les yeux. Mais à sa mort, j'ai voulu savoir qui elle était, si je la connaissais, et aller la voir, la rencontrer, l'informer de sa disparition, parler de lui avec elle. Mon mari était poète. C'est un enculé, ton mari. Pardon. Mon mari était poète. Pas pour de vrai, non. Ouais. Enfin, je ne sais pas, il écrivait. Mais il ne publiait pas, ou si peu, des choses confidentielles, comme on dit. Pourtant, il écrivait tellement. Tous les jours, plusieurs heures par jour ou par nuit, quand il avait le temps, avant le travail, après le travail. Tout ce temps d'avant et d'après le travail, il le passait là à écrire dans ce studio qu'il appelait son bureau et qui m'était strictement interdit. Un studio à l'autre bout de la ville. Je le voyais à peine, il prétendait toujours écrire. J'avais vite compris qu'écrire était une excuse, un alibi, pour aller dans ce studio à quelques kilomètres de chez nous, pour la voir, elle. Quand je suis entré, pourtant, je n'ai rien trouvé qui évoque une femme, rien qui traîne, et rien dans les odeurs non plus. Rien de toutes ces petites négligences, ces oublis auxquels je m'attendais. Pas un seul cheveu long, pas un souvenir de parfum, rien qu'une table, des manuscrits, des livres, des stylos, des rames de papier, une chaise, un peu de vaisselle, un frigo et une grosse cantine en métal. Il écrivait donc vraiment. J'ai ouvert cette cantine occupant le coin droit sous la fenêtre.
Elle était tout entière là, cette femme, l'autre, dans cette malle de voyage. L'intérieur était rempli d'enveloppes épaisses à son adresse. Il lui avait écrit des milliers de longues lettres pendant 50 ans, depuis avant notre mariage et jusqu'à 2 jours seulement de sa mort. Je les ai toutes lues, toutes, des dizaines de milliers de pages avec la date en haut à droite. J'ai lu plusieurs semaines durant. Je venais maintenant, moi aussi, au bureau tous les jours. Je connais si bien son écriture, ses formules. Je l'ai retrouvée dans ses lettres d'amour qui ressemblaient à ses poèmes, des lettres comme il ne m'en avait jamais écrit. Elle était, disait-il, son seul amour depuis toujours, pour toujours. Elle était aussi blonde que je suis brune, que j'étais brune avant mes cheveux blancs. Il pouvait tout lui dire, écrivait-il, elle était la seule à qui je pouvais tout dire. Les lire une par une, dans le désordre m'a fait mal, peut-être presque autant que son absence. Je croyais que cette liaison m'importait peu, tant qu'il restait avec moi, tant qu'il était près de moi, mais il était mort, il n'était plus près de moi. Ses lettres étaient si belles. Je lisais, je pleurais, j'avais l'impression de le perdre une deuxième fois. Dans ses lettres, il lui demandait de les détruire, de ne laisser aucune trace. Mais elles n'avaient pas disparu, elles étaient là, dans cette cantine, dans mes mains. J'ai refermé le couvercle après avoir lu la dernière lettre. Je n'ai pas eu besoin de noter son adresse, je la connaissais par cœur, écrite à la main, comme les lettres, à la main de mon mari, sur toutes les enveloppes. Je suis sorti et rentré chez moi, chez nous. J'ai réservé un billet en ligne. Aujourd'hui, je suis prête, décidée. Un plan inutile en main. Je cherche sa rue dans cette ville à 2 heures de train de chez moi, de chez nous. La rue n'apparaît pas dans le plan. J'arrête des passants, je les interroge sur cette rue introuvable et aussi sur elle, parce que c'est une petite ville, ils la connaissent peut-être. Dans le train du retour, les questions me trouvent pressée et soudaine, des questions que je ne m'étais curieusement pas posées avant de partir à sa recherche. Je me demande pourquoi ces lettres sont dans cette cantine, dans son bureau et pas chez elle, chez leur destinataire. Peut-être les lui a-t-elle renvoyées, ils étaient peut-être séparés. Mais il lui avait écrit jusqu'à l'avant-veille de mourir et cette dernière lettre était aussi dans la malle. Et pourquoi aucune réponse, aucune lettre d'elle? Au lieu de rentrer chez moi, chez nous, je vais au bureau, j'ouvre à nouveau la cantine et je regarde toutes les enveloppes. Aucune ne porte de timbre ni de cachet de la poste. Je comprends maintenant, je me souviens de passages entiers de ces textes, les textes qu'il m'avait donnés à lire. Je connais si bien son écriture, ses formules. Oui, je comprends qu'en réalité je ne savais pas. Ce que je croyais savoir était imaginaire, cette femme n'existe pas. Elle n'a jamais existé que dans sa tête et dans la mienne. Elle était son atelier d'écriture, le prétexte pour affiner son style, nourrir son œuvre, développer sa pensée. Il pouvait tout lui dire, elle était la seule à qui il pouvait tout dire, et pour cause. Elle lui répondait, croyait-il, se persuadait-il. Elle ne le trahissait pas, il lui demandait de détruire les lettres, de ne laisser aucune trace, mais il avait précieusement gardé tous ses brouillons. Ouais, j'ai plein de trucs à dire là-dessus. Alors d'abord, pour moi, là, ça, c'est de la mythologie, de lecteurs, écrivains, livres et tout ça, etc. C'est vraiment un problème, en fait. On le voit un petit peu transparaître, mais c'était discret dans d'autres fragments. Il y a un truc quand même en France, une sorte de mythologie sur le fait de lire, d'écrire, etc., etc. Ces choses-là existent, mais en fait beaucoup moins dans la vraie vie que dans les livres publiés. Et moi, pour moi, cette mythologie-là, la littérature, l'écriture, c'est petit bourgeois. Et attention, hein, je trouve que c'est extrêmement puissant la littérature, mais comme une tempête. C'est puissant comme, je sais pas, une force de la nature. Mais pour moi, c'est de la petite branlette là, toutes ces histoires. Bon, ensuite, j'y crois pas à cette histoire, hein. C'est-à-dire que, oh là là, pendant 50 ans, ça sent le chiquet, ce fragment, comme un autre. Je sais pas, c'est peut-être vrai, hein, mais je le perçois pas comme mon intuition me dit c'est faux. Ça correspond trop à toute cette petite mythologie moisie de la littérature et de l'écriture liée à l'amour et tout ça qui enfume là
à peu près tous les adhérents de la SGDL. Bon, je suis adhérent aussi à la SGDL. Je sais pas. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire autre chose. Faut pas écrire sur l'écriture, en fait. Ou alors, il faut faire une thèse. Mais écrire sur l'écriture, enfin, il faut pas. On fait ce qu'on veut. Et puis, même Pagano, elle en a rien à foutre de moi et elle a raison. Elle fait ce qu'elle veut. Mais moi, en tant que lecteur, nous, pour moi, ça, c'est tout moisi. Hein, c'est tout moisi. C'est toutes les phrases qu'on passe à écrire sur l'écriture, c'est parce on a rien d'autre à dire, en fait. C'est une sorte de second degré c'est le cache-sexe d'un manque d'invention. C'est ce que je crois. Et je pense qu'après, ça peut être fait de façon très, très sincère et très... et peut-être enthousiaste, je sais pas. Mais il faut écrire. Et pas écrire à propos d'écriture. Non, ou alors il faut écrire à propos d'écriture de l'écriture. Et puis on continue comme ça. C'est rien. On peut parler d'écriture. Je sais pas. En tout cas, et il y a plein d'auteurs que j'estime vraiment et qui le font. Alors, le faire un tout petit peu, ça va. Mais dans Autoportrait d'Édouard Levé, il le fait aussi, il parle d'écriture. Mais c'est pas la même chose. Il parle de son écriture, c'est presque de l'autocritique littéraire. Alors que là, on nous vend de la mystique, à deux balles sur. J'avais quelque chose d'autre à dire sur les femmes imaginaires. Parce que j'ai essayé l'hypnothérapie, juste pour essayer en fait, comme j'ai essayé plein de choses. Et j'ai été surpris parce que ça m'a extrêmement impacté. Alors que je pensais être un esprit fort. Et ben non, en fait, je suis extrêmement, extrêmement prompt à être manipulé mentalement, en fait. Enfin, en tout cas, je suis le patient rêvé pour l'hypnose, en fait. Et donc, après la première expérience, j'en ai fait 3 autres. C'était impressionnant, en fait, à quel point l'hypnothérapeute, c'est une femme, avait été capable de m'empêcher de bouger, mais vraiment, je ne pouvais plus bouger, en fait. J'ai découvert ça de moi. J'ai découvert que j'étais extraordinairement sensible à l'hypnose. Et, en fait, elle m'a fait me souvenir d'un jour de mon enfance que j'avais totalement oublié et dont je me suis souvenu dans les moindres détails. Et consciemment, hein, elle m'a fait créer un souvenir artificiel dans ce souvenir réel de mon enfance, à l'intérieur de ce souvenir réel. Et puis au bout d'une heure, elle m'a pas réveillé, mais elle m'a rendu à moi-même. Et donc je me souvenais en fait maintenant, je vois là encore la différence entre ce qui est faux, ce qui est vrai, mais c'est cloqué quoi. Ils font. Et après, ben, c'est devenu un souvenir magnifique en fait, à construire quelque chose de magnifique. Parce que l'idée était de trouver, de construire une encre dans mon passé lointain, qui soit très belle. Enfin bref, je la fais courte, je ne vais pas raconter ce que c'est,
Mais c'est pas une femme, c'était une fille, puisque j'étais très jeune. Et, et du coup, maintenant, il y a cette fille qui a existé, mais avec qui il ne s'est pas passé ce qui s'est passé dans mon souvenir, et qui est l'amour de ma vie, et auquel je peux penser, en fait. J'y ai rêvé de temps en temps. Après, je lui ai demandé, est-ce que c'est normal d'y rêver? Il m'a dit, oui, c'est normal. C'est normal, et puis vous pouvez retourner aussi consciemment dans ce souvenir. C'est complètement. Et puis après, j'ai arrêté parce que ça commençait à être vraiment trop en fait. Je vais y retourner, mais là, il a fallu que j'arrête. J'ai arrêté pendant 1 an. J'y retournerai, hein, peut-être après le confinement. Mais c'était tellement puissant sur moi l'hypnose que je me suis dit là, elle a trop changé de choses déjà. Et une séance aussi qui s'est extraordinairement mal passée. Bon, j'en parlerai une autre fois. Il porte une grosse et large ceinture grise avec des sangles pour se garder les reins lors des travaux lourds que son métier exige. J'aime cette fragilité qui le rend un peu ridicule sur les chantiers, mais aussi parfois à la maison, quand il doit se baisser, au jardin, sangler pour s'occuper des fleurs et des plantes aromatiques. Alors ça j'aime bien, c'est un beau regard sur le ridicule. C'est-à-dire quand le ridicule attendrit, quand le ridicule est source d'amour, c'est beau. Ça veut dire que la personne qui regarde a de l'amour, et puis a une âme, une belle âme, elle voit le beau en fait. Après, il y a quelque chose chez Pagano, chez Emmanuel Pagano, qui est ces histoires de sangles et tout ça. Emmanuel Pagano, les gens qui s'attachent ou qui sont attachés ou qui sont sanglés, c'est un peu son truc. Je comprends. Tout le monde comprend d'ailleurs, même ceux qui disent « Oh non, pas moi ». Enfin, en tout cas, là, il y avait les lagueuses, là, les lagueurs. Il y a plusieurs personnes. Il y avait le fil là avec le mec qui danse, qui était un peu tenu en laisse, quoi. C'est-à-dire que c'était raconté comme oh, tu es un ballon, et puis je te tiens, mais bon, enfin, il était en laisse. Et, et donc, mais bon, le amarré latin, ça a donné amour, et puis les amarres aussi. L'amour, sont des attaches. Enfin, ce sont des attaches. Et puis ça peut être extraordinaire d'être non pas seulement attaché, mais entravé. Bon, évidemment, on n'est pas du tout là-dedans, là. On est en 2020, donc faut pas de lien, faut la liberté, faut le truc. Donc, bon, c'est des gens qui ne sont pas dans l'amour, quoi. Ils sont à la lisière, leur philosophie les cantonne aux échanges de fluides. Dans le meilleur des cas, j'ai remarqué que c'était des gens qui échangeaient pas beaucoup de fluides en fait. C'est en fait rien, il n'y a rien dans leur vie. Bon, j'ai laissé tomber sa plume dans le parc. Quelqu'un peut-être la trouvera et s'interrogera. La plume d'un oiseau, pas du tout d'ici, pas du tout de là où je l'ai laissé tomber, pas du tout de ce parc. Je ne l'ai pas fait exprès, elle est tombée de mon sac. Quand je l'ai vue au sol, je me suis baissé et puis non. Il y a quelques jours encore, je me serais précipité pour la ramasser. J'ai recueilli toutes ces plumes quand elle m'a quitté. Je les garde plus ou moins attachées ensemble dans mon sac à dos, mon sac à tout faire. Elle m'a demandé de partir de chez nous. Un jour de semaine, elle m'a laissé revenir seule dans l'appartement pour que je déménage mes affaires sans la croiser pendant qu'elle était au travail. J'ai pris mes trucs et j'ai ramassé toutes les plumes que j'ai pu trouver. Elle en mettait partout. Elle les utilisait comme marque-page, elle les disposait en bouquets. Elle en mettait dans ses cheveux, dans des verres, des tasses. Elle en laissait traîner dans toute pièce et dans toute chose, comme marque tout, comme marque rien, des plumes de toutes sortes, de corbeaux, d'aigles, de rouge-gorge, de passereaux, et même des plumes plus rares de colibris, minuscules et chatoyantes, qu'elle froissait et défroissait sans cesse, rapportées de ses nombreux voyages de par le monde, ses allées et venues de petites filles riches. Les plumes, c'était mon agacement quand nous vivions ensemble, c'était sa petite manie. Je trouvais ça envahissant et sale.
Il y en avait même dans le congélateur. Elle tenait des cahiers épais, à mi-chemin entre le journal intime et le carnet de voyage, dans lesquels elle attachait les plus belles. Elle était naïve et snob, extravagante. Après notre séparation, j'ai raflé sa collection, je l'ai conservée précieusement. Maintenant, je marche en ouvrant ma main pleine de plumes, ces plumes que j'ai gardées des mois dans mon sac, ces plumes flétries, abîmées, je les laisse tomber, s'envoler, se poser où l'air et le hasard décident. Eh ben, je trouve très beau ce fragment. Alors c'est très bizarre, hein, parce qu'il est très... Il fictionne, quoi. Il est dans, donc je ne comprends pas. Je pourrais ressentir comme l'autre fragment, vous savez, mon intuition pourrait me dire non, non, c'est du chiquet. Mais non, je crois que c'est beau. Je pense que c'est juste exagéré. Je pense que cette histoire a dû se passer avec quelque chose comme 6 plumes. Et puis là, du coup, toute la maison en est pleine et tout ça, etc., pour forcer le trait. Mais je sens, je me trompe peut-être complètement hein, dans les deux cas. Mais là, j'adhère. J'adhère. Je vois que c'est juste un peu gonflé en fait. Et ça me va. Mais j'adhère, j'y crois. Mm. Les plumes. C'est vrai que c'est beau et c'est vrai que c'est sale. Hein. Euh, très étrange. Très étrange. J'étais sidéré, on va s'arrêter là, c'est page 55. J'étais sidéré d'apprendre en fait qu'en fait les oiseaux sont des dinosaures, mais moi je savais pas moi. Ils ont survécu en fait à la comète là qui a fait le golfe du Mexique, qui volait au-dessus du. Et donc les oiseaux, je savais que les cancrelats avaient toujours été là, les poux, etc. Mais je savais pas pour les oiseaux. Alors que apparemment tout le monde le sait. Je sais pas, c'est un truc qui est pas. Et, euh, et maintenant chaque fois que je mange un poulet, je pense à ça. Je me dis, je suis en train de manger un dinosaure. C'est con, mais ça me le fait à chaque fois, en fait. Et là, je pense que j'ai atteint la pointe effilée du passionnant, en fait, du trépidant. Voilà. Bon, ben, je vais m'arrêter là. Et ouais, je vais m'arrêter là. Parce que je pense que dans ces lectures, ce qui, moi, m'intéresse, c'est l'endurance, en fait. Donc, bon, il y a plein de choses qui m'intéressent, hein. Et puis ce sont de beaux livres, hein. Autoportrait d'Édouard Levé ou d'Emmanuel Pagano. Je vais me mettre du temps parce que le livre d'Emmanuel Pagano, il fait quoi? Il fait 202 pages. Donc là, on est à 55. Donc ça va prendre plus de temps que pour Édouard. Après, j'en ai un super qui court, qui n'est pas un roman, mais que je tiens absolument à lire, d'un psychanalyste hongrois qui s'appelle Joseph Gabel. Et c'est un livre qui a changé ma vie. Alors là, pour le coup, c'est un livre, c'est un des 3 livres qui m'a pas reformulé parce que j'étais pas si loin de ce livre, mais qui m'a calé en fait, définitivement, dans ce que j'étais déjà, mais de façon brouillonne. Et voilà. Et puis je me dis aussi, je les mets sur une chaîne YouTube, là, ces lectures que je fais sur Facebook en direct. Et c'est pour mes enfants aussi plus tard. Bon, ils sont déjà malins, hein, ils lisent et tout, mais je me dis que ça leur fera peut-être plaisir, ça les intéressera peut-être. Et on peut. Puis je pense aussi aux gens qui ne lisent pas et qui s'imaginent en fait plein de choses sur la lecture. C'est pour ça qu'ils lisent pas d'ailleurs. Ils pensent qu'il faut
ils ont une idée de l'action de lire très sérieuse en fait, et très, très appliquée, et très... Ils la vivent comme une aliénation en fait, une disparition d'eux-mêmes, en, en extase, obligés devant un livre même s'il ne leur plaît pas. Alors que c'est pas ça en fait. Enfin pour moi c'est pas ça. Ça doit être ça pour d'autres personnes. Pour moi c'est pas ça. Quand on lit, évidemment, on est tiré ailleurs en fait. Et puis on ramène vers soi. Et c'est comme ça quand on aime en fait. On est attrapé, on est entraîné, et puis on attrape, et à la fin, il y a un embrassement, en fait. Hein? Ça, je crois, en tout cas. Et ça marche pas avec tous les livres, évidemment, parce qu'on n'a pas envie d'embrasser tous les livres. Puis il y a des livres qui n'ont pas envie de nous embrasser. On aimerait bien, mais non. Le livre, c'est comme ça, hein. C'est comme ça. Les affinités, Ah, puis il y a des livres qu'on aime 2 ou 3 ans, et puis il y a des livres, ça fait 30 ans. Enfin bon, c'est très dur, hein. C'est comme avec et c'est exactement la métaphore, avoir vraiment pas de filer jusqu'au bout. C'est comme avec les gens. L'immense majorité des gens qu'on croise sont des figurants dans notre vie, ils ne seront jamais rien d'autre. Puis il y a les connaissances, les copains, les copines, des amis proches. Et puis de grandes histoires d'amour. Il y a des plans cul aussi. Mais les livres, c'est pareil. Pareil. De la même manière que c'est difficile, en fait, d'avoir une belle histoire avec quelqu'un, de trouver une personne avec qui avoir une belle histoire. Je parle pas je parle juste d'une belle histoire, en fait. Mais c'est très dur de trouver un livre, hein, avec qui on va avoir une belle histoire, quoi. Quand on voit la quantité de livres publiés, qui ont été publiés, on se dit comment on va faire. Voilà. Et les livres avec lesquels on va avoir une belle histoire ne sont pas nécessairement les livres qui contiennent une belle histoire, ce qui complique encore le truc. On peut avoir une très belle histoire avec un livre tout couillon. Hein? Bon, faut tenter le coup, quoi. Oh. Oh, je vais aller dormir. Ah, Vincent Delory, ça va mieux? Bah ouais, moi ça va, mais je suis toujours un peu fatigué. Moi, ça va, plus je me repose, plus je suis fatigué. C'est vraiment une dynamique très étrange. Donc là, je me suis réveillé assez tard, mais il faut que je reparte me coucher. C'est très très grave. Je crois que je reste debout quelque chose comme 4 ou 5 heures par jour maximum. Allez les petits, on se revoit demain. Il faut que je dorme.